Ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans le résumé numéro 2. D'accord? Donc la première partie, j'ai donné le résumé de la partie chimie. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner le résumé de la partie nucléaire et la partie onde. Eh bien, comme dans la première vidéo, je vais essayer de rappeler les formules essentielles, les notions de base qu'il faut absolument connaître. Bon, nucléaire, le mot nucléaire, noyau, nucléaire, ça veut dire l'étude du noyau. Donc, on va s'intéresser dans ce chapitre essentiellement à l'étude des noyaux. Vous savez qu'un noyau, l'on note d'une façon générale X, Z, A. Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Et A, c'est le nombre de nucléons. Les nucléons, ce sont les constituants du noyau, c'est-à-dire protons et neutrons. Donc A est égal à Z plus le nombre de neutrons. Tous les éléments qui possèdent le même Z, un élément chimique qui est caractérisé par son numéro atomique, on les appelle des isotopes, même Z. Bien. Voilà la première chose qu'il faut connaître. Deuxième chose, que la radioactivité, c'est une transformation spontanée. Il n'y a pas de facteur cinétique. Il est indépendant de la pression, indépendant de la température. On ne peut pas prévoir le moment où la radioactivité va démarrer, mais une fois qu'il démarre, il suit une loi bien déterminée. Quelles sont les lois de conservation? Vous avez deux lois de conservation. Dans chaque transformation radioactive, vous avez toujours la conservation de Z, 27 est égal à 28 moins 1, et vous avez conservation de A, 60 est égal à 60 plus 0. Et la masse, est-ce qu'elle est conservative? Non, il n'y a pas de conservation de la masse parce que le delta M est différent de 0. Cette réaction est différente de 0. Et l'énergie? Bon, normalement c'est non, mais si on introduit l'énergie cinétique avec laquelle est libérée la particule, il y a conservation de l'énergie. C'est-à-dire, ce delta M fois C carré va se transformer sous forme d'énergie cinétique de la particule qui est libérée. Quels sont les types de désintégration de base? Vous avez bêta moins, bêta plus, alpha. Gamma, c'est pas une désintégration. Gamma, c'est juste un rayonnement. Lorsqu'un noyau se trouve dans un état métastable, il va revenir à un état stable en émettant un rayonnement gamma de fréquence nu qui est égal à H nu qui est égal à delta E, la différence entre les deux niveaux d'énergie. Donc les transformations de base, c'est bêta moins. Des fois, on vous dit comment on peut avoir une transformation bêta-. C'est un neutron à l'intérieur du noyau qui va se transformer en proton en émettant un bêta-. Bêta plus, c'est l'inverse. C'est le proton qui va se transformer en neutron et le noyau va émettre un bêta plus. Bon, une particule alpha, c'est deux protons qui vont se réunir avec deux neutrons, vont former une particule alpha qui va quitter le noyau sous un effet qui est purement quantique qu'on n'étudie pas au terminal. Bien. Les lois de décroissance. Une fois la radioactivité démarre, le nombre de noyaux en fonction du temps, il est exponentiel. C'est N0 exponentiel moins lambda T. Bon, si le noyau est égal, le nombre de noyaux en instant T est égal au nombre de noyaux initial divisé par 2, ce temps, c'est ce qu'on appelle la période ou bien T1 demi. Bon, si je démarre à partir de N0 sur 4 et j'obtiens N0 sur 2 et le nombre de noyaux est devenu N0 sur 4, la même chose, cette partie aussi, c'est la période. Bon, souvent on vous donne cette règle sous la forme log de N en fonction de T. Et là, on peut déduire deux choses. On peut déduire N0, donc cette valeur-là, c'est log de N0. Et à partir de la pente, par exemple, prenez 2 points, vous avez delta de N. Delta de log de N, ça c'est Y sur X, c'est lambda. Donc la pente de cette droite, c'est lambda. Bon, normalement la pente est négative, la pente c'est moins lambda, mais lambda c'est toujours positif. Qu'est-ce qu'on appelle lambda? C'est la constante de désintégration. Constante de désintégration. Son unité, bien sûr, c'est seconde moins 1. Bien. T1 demi, voilà un terme souvent posé, T1 demi, comme je l'ai précisé. Vous démarrez avec N0. Si on attend un instant T tel que le nombre de noyaux désintégrés est égal à le nombre de noyaux restants, ça veut dire la moitié a été désintégrée. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle T1 demi. Et vous avez la fameuse relation lambda fois T1 demi est égal à log de 2. Une relation intéressante aussi,
Souvent, si on vous donne le nombre de noyaux initial, le nombre à un instant T, on vous demande de calculer le temps, essayez d'abord de voir si ce nombre de noyaux qui reste ne peut pas s'écrire sous la forme n0 sur 2 à la puissance n. Si c'est le cas, ce t, le temps qu'on cherche, c'est 2 à la puissance n t1 demi. Donc le temps au bout de n fois t1 demi, le nombre de noyaux qui reste au bout de n fois t1 demi, c'est n0 sur 2 à la puissance n. Toujours ne pas confondre le nombre de noyaux restants et le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés, ce qui a été désintégré, c'est le nombre initial moins le nombre restant. C'est n0 moins n de t. Et le nombre de noyaux désintégrés, ça vous rappelle la charge du condensateur. C'est la même formule. C'est n0 facteur de exponentielle moins lambda t ou bien moins t sur tau. Donc, c'est une décroissante et la pente à l'origine, ça vous donne tau. C'est ce qu'on appelle la constante du temps. La constante du temps, on l'appelle ici aussi tau. C'est la même définition qu'en circuit RC. Et la tau, sa dimension, c'est un temps. Hein, et lambda, c'est 1 sur tau. Bien, donc voilà les choses de base. Bon, passons à l'énergie. Donc l'énergie libérée par une réaction. Bon, là, juste un rappel. Là, c'est N0 en fonction du T. C'est le nombre de noyaux restants. Ça, c'est le nombre de noyaux désintégrés. Et le point d'intersection des deux, ça vous donne T1 demi. Donc, si le nombre de noyaux restants est égal au nombre de noyaux désintégrés, ce temps-là, c'est ce qu'on appelle T1 demi ou bien la période. C'est la même chose. Période radioactive ou T1 demi, c'est le même nom. Bien, vous savez que chaque énergie, on peut lui associer, chaque masse, on peut lui associer une énergie. D'après la loi d'Einstein, E est égal à mc carré. Donc, si la masse est en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, l'énergie, c'est en joules. Hein, c'est en joules. Mais si la masse est exprimée en unité de masse atomique, l'énergie, c'est la masse multipliée par 931 en méga-électron-volts. Je vous rappelle la définition d'une unité de masse atomique, c'est un douzième la masse d'un noyau du carbone 12. Donc, si vous prenez la masse d'un noyau, vous le divisez par 12, vous allez obtenir ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Quelle est l'énergie libérée par une réaction quelconque? C'est la masse des produits de la réaction moins la masse des réactifs fois c carré. Bon, cette énergie libérée, c'est delta M fois c carré, on peut le calculer d'une autre manière. C'est l'énergie liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. C'est l'énergie de liaison de Y moins l'énergie de liaison de X plus l'énergie de liaison de X1 plus l'énergie de X2. Notez bien, l'énergie de liaison des particules élémentaires, bêta plus par exemple, ou bien bêta moins, ou bien un proton, un neutron, c'est égal à 0. L'énergie de liaison des particules, parce qu'une particule n'a pas besoin de fournir une énergie de lier avec quoi que ce soit. Donc par exemple ici, l'énergie libérée par cette réaction, c'est l'énergie de liaison de Y, moins l'énergie de liaison de X1 plus l'énergie de X2. L'énergie de liaison de bêta moins, c'est 0. Bien. Donc l'énergie de liaison, donc ça c'est l'énergie libérée. Ne pas confondre l'énergie de liaison d'un noyau et l'énergie libérée par une réaction chimique. D'accord? Donc ça c'est une désintégration d'un noyau Y qui va donner par exemple deux noyaux X plus une particule élémentaire. L'énergie libérée c'est le défaut de masse fois c carré. Quand on parle de l'énergie de liaison d'un noyau, c'est toujours Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau fois C carré. Ce défaut de masse, il est toujours positif. La masse du nucléon, c'est toujours supérieur à la masse du noyau. Donc, ce qui a un sens physique plus intéressant, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Donc, plus cette énergie de liaison est grande, plus le noyau est stable. Il faut savoir aussi travailler avec les diagrammes qu'on vous donne de ce type. Bon là, c'est tout simplement, vous voulez calculer l'énergie libérée par une réaction chimique, on vous donne des valeurs, il faut utiliser ce noyau. Par exemple, imaginons on vous donne ici cette X1, c'est l'énergie du carbone, du noyau carbone 12, 6,14. X2, c'est l'énergie de 6 fois la masse du proton, plus 8 fois la masse du neutron. Donc, cette différence, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'énergie de liaison du carbone 6,14, parce que par définition, 6 fois la masse du proton plus 8 fois la masse du neutron moins la masse du noyau, c'est exactement cette différence.
Donc, il faut savoir travailler avec ces diagrammes. On passe à l'activité. Bon, l'activité, c'est la vitesse avec laquelle un noyau se désintègre. Pourquoi le signe moins? Parce que n est une fonction décroissante. Vous savez maintenant que la dérivée d'une fonction décroissante est négative. Donc, il faut ajouter un signe moins parce que l'activité est toujours positive. Et cette activité s'écrit sous la forme lambda fois n. Donc, par exemple, à t égale à 0 c'est lambda n0. L'unité de l'activité, c'est la désintégration par seconde. Très attention, c'est par seconde et c'est ce qu'on appelle le becquerel. Donc, toujours dans les exercices où on parle de l'activité, vous avez besoin de déterminer le nombre de noyaux dans une masse petit m. Vous avez deux méthodes. Si on vous donne la masse d'un noyau, le nombre de noyaux, c'est petit m sur, bon, je l'appelle ici m0, sur m0. M0, c'est la masse d'un noyau. Donc, c'est le nombre de noyaux total, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse d'un noyau. Si on vous donne la masse molaire et le nombre d'Avogadro, donc grand N, c'est le nombre d'Avogadro fois la masse divisé par la masse molaire. Donc, ça, c'est la masse molaire. Ça, c'est la masse d'un noyau. Et ce petit m, c'est la masse de l'échantillon. C'est clair. Bien. Bon, là aussi, l'activité, on vous donne souvent deux courbes, soit A en fonction de T, et c'est la même courbe que N en fonction de T, soit log de A en fonction de T. Là aussi, on peut déterminer à partir de la courbe log de A0, et à partir de la pente, on peut déterminer lambda. Et vous avez toujours même relation, l'activité au bout de N fois T1 demi, c'est l'activité initiale sur 2 à la puissance N. Comme application de la radioactivité, la datation. Et en général, vous avez deux méthodes à connaître de la datation. La datation carbone-14, jusqu'à 50 000 ans, on peut dater le carbone-14 en utilisant tout simplement la relation A égale à 2T exponentielle moins lambda T. Ça veut dire l'âge d'un échantillon, c'est 1 sur lambda, log de A0 sur A de T. A0, c'est l'activité d'un échantillon vivant, l'activité d'un échantillon vivant, et celui-là, c'est celui qu'on va dater, l'activité de celui qu'on va dater. Voilà. On vous donne par exemple l'activité d'un morceau de bois vivant, l'activité d'un morceau de bois très ancien, et cette relation permet de connaître l'âge de l'échantillon. Vous avez une deuxième méthode, si on ne peut pas déterminer le nombre de moles initial d'un échantillon. Il est souvent utilisé dans deux couples. Par exemple, le couple argon-potassium, uranium-plomb. Supposons que dans une roche volcanique, à T égale à 0, ne contient que du potassium. On n'a aucune idée sur le nombre initial du potassium. On a attendu un temps très très long et on a retrouvé une roche qui contient, on peut mesurer combien de la quantité de matière elle contient de potassium, combien de masse d'argon. Et à partir de la masse actuelle de cette roche très ancienne en potassium et argon, on peut reconnaître l'âge de cette roche. Comment? Très simple. On se base sur la loi de, bien sûr, on suppose ici, il y a une hypothèse, c'est que tout l'argon que contient cette roche vient de la désintégration du potassium. Bien, qu'est-ce qu'on sait? La loi de décroissance de l'argon, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Donc cette loi, ou bien cette règle, est basée sur le schéma suivant. Au départ, on démarre avec une roche qui ne contient que du potassium, c'est N0. Après un instant T, il reste N de T, potassium, NK, et bien sûr le reste se transforme en argon. Donc toute cette méthode, elle est basée sur N0, le nombre initial, soit elle est restée, c'est NK, soit elle est désintégrée, et ce qui est désintégré, c'est N argon. Voilà, c'est la relation de base. Bien, donc vous avez NK égale à N0 exponentiellement lambda T, je remplace N0 par le nombre restant plus le nombre désintégré. Ensuite, je ramène exponentiellement lambda T de ce côté, il devient exponentiel lambda T, je divise par NK, NK sur NK c'est 1, N argent sur NK, c'est NAG argon sur NK. Ensuite, j'applique le log. Lambda T est égal à log de ça, donc T est égal à 1 sur lambda. Donc, je peux déterminer N argon, c'est
Le nombre d'Avogadro fois la masse de l'argon divisé par la masse molaire de l'argon est égal au nombre d'Avogadro fois la masse du potassium sur la masse molaire du potassium. Donc N argon sur Nk, c'est la masse d'argon sur la masse du potassium fois la masse molaire du potassium sur la masse molaire de l'argon. Souvent on prend ça égal à 1, donc ici ça se réduit à la masse de l'argon sur la masse du potassium. Donc si dans la roche je peux déterminer combien elle contient en argon, en potassium, en masse, je peux déterminer l'âge de la roche. Enfin, vous avez la fusion et la fission. Ce sont tout simplement deux réactions nucléaires classiques. On peut calculer l'énergie libérée par les méthodes classiques, défaut de masse ou bien à partir d'énergie de liaison. La fusion, bien sûr, se fait entre noyaux légers. La fission, c'est entre noyaux lourds. Seule chose qu'il faut connaître dans ce type d'exercice, quel est le rendement d'une énergie, d'une réaction de fusion ou de fission? Le rendement, c'est l'énergie électrique récupérée, ou bien la puissance, c'est la même chose. Souvent on travaille en puissance, c'est la puissance électrique sur la puissance nucléaire, ou bien l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire. C'est-à-dire ce qu'on récupère comme électricité sur la puissance totale qu'on peut obtenir à partir de l'équation nucléaire. Voilà, pour la partie nucléaire. Passons aux ondes. Bon, les ondes, bien sûr, il faut connaître la définition d'une onde mécanique, les deux types d'ondes, longitudinale, transversale, la perturbation parallèle à la direction de propagation, perturbation perpendiculaire. Il faut connaître la relation entre lambda, la vitesse, lambda c'est TV, pour se rappeler facilement, et la fréquence c'est 1 sur T. Donc, si vous avez par exemple une corde vibrante, donc on peut déterminer le sens où on a vibrer la source à t égale à 0 en regardant juste le front d'onde. Donc si elle regarde vers le bas, ça veut dire à t égale à 0, le mouvement de S était vers le haut, et l'inverse dans le deuxième cas. À ne pas confondre entre l'aspect de l'onde à un instant t et l'élongation d'un point M en fonction du temps. Donc ça c'est l'aspect de l'onde à l'instant t, il est toujours donné par Y en fonction de X. À partir de cette courbe, on peut déterminer la période spatiale qui est lambda. Par contre, l'élongation d'un point M en fonction du temps, on peut déterminer la période. Là aussi, le point M, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit exactement le mouvement de la source, mais avec un retard temporel qui est tau. Et on peut dire, connaissant tau, connaissant par exemple la distance OM, on peut déterminer la vitesse. La vitesse, c'est OM sur tau. On peut déterminer aussi la vitesse si on vous donne l'aspect de l'onde à l'instant T1, l'aspect de l'onde à l'instant T2. D'après ces deux courbes, vous allez calculer juste cette distance D2 moins T1. Et T2 et T1 sont connus, donc la vitesse c'est T2 moins T1 sur D2 moins D1. Voilà aussi la relation entre YM et YS. L'élongation d'un point M à la source est exactement la même que de M à l'instant T, c'est celle de la source, mais à l'instant T moins θ. Mais faites attention, Y de S à l'instant T, c'est Y de M plus θ. Bien sûr, θ c'est le retard temporel et la vitesse c'est SM sur θ. Quelque chose qu'il faut retenir aussi, comment comparer le mouvement de deux points. Si je prends M2 et M3, vous voyez bien qu'ils sont en opposition de phase. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux peut s'écrire sous forme de lambda plus lambda sur 2. Donc en général, si la distance entre deux points s'écrit sous forme de k lambda, ils sont en phase. S'il s'écrit sous forme de k plus 1 lambda sur 2, ou bien lambda plus 2k ici, pardon, 2k, ou bien k lambda ou bien k lambda plus lambda sur 2, c'est la même chose. Donc, les deux points sont en opposition de phase. Bon, enfin, cas d'une corde vibrante, je vous rappelle que la vitesse, c'est la racine carrée de la tension de fil divisée par la masse léinique. La masse léinique, c'est la masse par unité de longueur. Et souvent, la tension de fil, on le détermine à partir du poids du corps qui est lié à la corde, ou bien on vous donne une façon de le déterminer. Bien, les ondes sonores, ce sont des ondes mécaniques, ils possèdent les mêmes propriétés que les ondes mécaniques. Juste faire attention, si vous avez l'émetteur et les récepteurs se trouvent à la même position, donc l'onde sonore émet une onde, s'il y a une réflexion à travers, chaque fois que vous voyez le mot réflexion, il faut tenir compte de la distance parcourue par l'onde entre l'aller et le retour. Ça veut dire la vitesse, c'est 2 fois d. Donc, il a parcouru une distance d pendant l'aller et la même distance d pendant le retour. Donc, la vitesse, c'est de d sur delta t.
Notez bien aussi ce qu'il faut rappeler que la vitesse de l'onde sonore dépend du milieu. Elle est plus importante en milieu solide et plus grande en milieu solide que liquide. Et la vitesse dans le milieu liquide est plus grande que dans la vitesse d'un gaz. Bon, la vitesse d'une onde sonore dans l'air, c'est à peu près 340 mètres par seconde dans les conditions normales de température et de pression. Bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut connaître aussi sur les ondes sonores? Que les ondes sonores, le domaine de fréquence, c'est 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Au-delà, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Et en bas, on les appelle les infrasons. Donc, si la fréquence est entre 20 Hz et 20 kHz, c'est les ondes sonores. Au-delà, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Mais c'est toujours les mêmes propriétés que les ondes mécaniques. Elles sont fondamentales, ne peuvent se propager que dans un milieu matériel. Autrement dit, on va faire l'inverse, ne peuvent pas, on va dire, ne peuvent pas se propager dans le vide, ne peuvent pas se propager dans le vide. Donc une onde sonore ou une onde mécanique ne se propage pas dans le vide parce qu'il a besoin d'un milieu matériel. Voilà une très bonne transition pour les ondes électromagnétiques ou bien les ondes lumineuses parce que eux, ils peuvent se propager dans le vide. Et leur vitesse de propagation dans le vide, c'est égal à C, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Je vous rappelle la loi de réfraction. Donc une onde lumineuse arrive d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N2. Elle va subir une réfraction à l'interface et vous avez les lois de Snell et Descartes. N1 sinus θ1 égale à N2 sinus θ2. N, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Elle est donnée par la vitesse de la lumière divisée par la vitesse de l'onde dans le milieu. Donc ceci va nous permettre de déterminer, par exemple, dans le vide, vous avez la vitesse de l'onde, c'est C égale à lambda 0 fois une onde de fréquence F0. La fréquence ne change pas dans le milieu, par contre la vitesse et la longueur d'onde changent. Donc on démontre facilement que lambda, la longueur d'onde dans un milieu, c'est la longueur d'onde de l'onde dans le vide divisée par l'indice de réfraction. Si la longueur d'onde dépend, si la vitesse de la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence, c'est-à-dire l'indice de réfraction dépend de lambda, on appelle ce milieu dispersif. Bien, la diffraction. Qu'est-ce qu'il faut connaître dans la diffraction? Deux relations de base, θ égale à lambda sur A, ça c'est fondamental, c'est une relation expérimentale. Après, il faut absolument se rappeler ce montage. Faites attention, des fois on appelle cette distance 2L, des fois on l'appelle L, on peut l'appeler D et appeler ça L, donc il faut faire attention. Donc là je vais travailler avec L, donc ce qu'il faut retenir tout simplement c'est cet angle tangente, l'angle sur lequel on voit la moitié de la tâche centrale, c'est tangente θ, et tangente θ c'est cette distance sur celle-là. Voilà, dans ce cas-là par exemple c'est L sur 2 divisé par D. Donc cette relation plus celle-là, c'est tout ce qu'on vous demande de savoir dans la relation de diffraction. Bien sûr, quelques questions de cours. Quand une onde se diffracte, ni la longueur d'onde ni la fréquence changent parce qu'on reste dans le même milieu. Le même milieu. Donc si on reste dans le même milieu, la longueur d'onde et la fréquence et la vitesse ne changent pas. Pour avoir la diffraction de la lumière, il faut que le diamètre de la fente soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, mais il peut être plus grand jusqu'à 100 fois la longueur d'onde. On peut toujours observer le phénomène de diffraction. La diffraction, ça ne concerne pas uniquement les ondes lumineuses, c'est toutes les ondes peuvent être diffractées si les conditions de diffraction sont réunies. Le prisme. Qu'est-ce qu'il faut connaître dans le prisme? Quatre lois fondamentales. L'angle du prisme, il est défini. Bon, d'abord, je rappelle comment ça se passe dans le prisme. Vous avez l'air d'indice 1, l'air d'indice 1 et le prisme d'indice n. Donc, vous appliquez la loi de Descartes. Quand la lumière passe de l'air vers le vert, c'est n sinus i égale à n sinus r, parce que ici c'est 1. Et quand la lumière passe du vert vers l'extérieur, vous avez n sinus r', c'est toujours l'angle entre la normale et le rayon incident, est égal à sinus et prime. Donc ça, c'est les lois de Descartes. Ensuite, deux relations à retenir. La première, c'est quoi? La relation entre l'angle du prisme et r et r'. Vous voyez bien que A, c'est r plus r'. Et l'angle de déviation, c'est quoi l'angle de déviation? C'est l'angle entre la direction du rayon incident et le rayon qui sort. Vous voyez bien, entre les deux, vous avez cet angle-là. Et cet angle de déviation, c'est I plus I' moins A. Voilà. Maintenant, comment travailler avec les relations de prisme? Soit on vous donne I, et là, il faut travailler. Si on vous donne I, vous appliquez les lois de Descartes, vous allez déterminer R.
Connaissant A, vous allez déterminer R'. Connaissant R', vous allez déterminer E'. Connaissant E', vous allez déterminer D. Si on vous donne E', vous faites le chemin inverse. Connaissant E', vous allez déterminer R'. Connaissant R', avec la relation A, vous allez déterminer R. Et connaissant R, vous allez déterminer I. Notez bien, si un onde arrive en incidence normale, ça veut dire I égale à 0. Donc si I égale à 0, donc R égale à 0. Si R égale à 0, A égale à R. Donc A égale à R. Donc D est égal à I moins A. Donc vous voyez bien, D est égal à I' moins A plutôt. I' moins A. Donc vous voyez, on peut tout déterminer.